Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Occitanie pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets qui touchent nos entreprises. Aujourd'hui, je reçois Julien Féja, président de Leader Occitanie et de Groupe DS, Alexandre Coulet, gérant de S Group, et Jean-Baptiste Honorin, PDG de Handiwork et directeur de 1630 Formation. En France, aujourd'hui, près de 100 000 jeunes quittent le système éducatif. Ce chiffre s'explique entre autres par la nécessité à choisir dès la seconde une orientation avec une connaissance nécessaire partielle des arcanes de l'enseignement supérieur et des métiers. Plus globalement, ce sont presque 2 millions de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Pourtant, il y a des milliers d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur faute de candidats. Cette situation, évidemment, n'est pas nouvelle et est due à de nombreux facteurs, dont la déconnexion entre le monde de l'enseignement et le monde du travail. L'orientation des élèves reste le maillon faible du système éducatif, même si depuis quelques années, il y a une prise de conscience réelle de la part du monde éducatif et du monde professionnel. Il faut à présent passer à l'action. Messieurs, comment passe-t-on à l'action ? Julien ? Très bien, ouais, merci. Bonjour à tous. Oui, l'orientation, je pense, est un vrai sujet chez les jeunes, puisque dès le collège, les jeunes commencent à se poser la question de leur métier. Ça devient très vrai au lycée lorsque l'orientation devient un sujet pour choisir ses options et après choisir la formation post-bac qu'ils pourraient orienter ensuite et donner lieu à leur métier de demain, au moins pour leur début de carrière. Et je pense que les professeurs d'éducation nationale ont un vrai rôle à jouer dans l'orientation en y dédiant du temps et en tenant compte des enjeux du moment. La France veut réindustrialiser, des métiers sont en tension. Je pense que c'est un premier sujet, voir comment l'enseignement pourrait participer à l'orientation. Jean-Baptiste, tu es d'accord avec ça ? Alors complètement. Ce qui me marque en fait, c'est qu'on demande à des jeunes très tôt de choisir leur orientation. Moi, je gère 2 organismes de formation, donc je vois aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion et qui des fois sont à 30, 40, 50 ans, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc on demande à nos jeunes très très tôt de donner une direction. Et moi, ce qui me marque, c'est toujours la question du choix éclairé. C'est-à-dire qu'à un moment, comment on fait pour donner à ces jeunes une vision la plus large possible sur les métiers qui existent. Moi, ce que je vois au quotidien à 1630 Formation, c'est que voilà, les jeunes, souvent, ils se projettent dans des métiers qu'ils ont l'habitude de voir autour d'eux. Donc, s'ils viennent d'un milieu artisan, ben, voilà, ils vont avoir ça en tête. S'ils viennent d'un milieu où il y a des fonctionnaires, ben voilà, ils vont plutôt aller vers ça. Et d'autant plus qu'on a, dans notre région en particulier, mais c'est vrai partout, voilà, des métiers bien spécifiques, le nucléaire, l'aéronautique. Voilà, Alexandre va pouvoir aussi nous parler de son métier, je pense, qui est pour le coup très spécifique. Et c'est des métiers dans lesquels il y a une multitude de métiers qui eux-mêmes sont très spécifiques et qui sont en fait très difficiles à connaître si on n'est pas de ces milieux-là. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour que nos jeunes aient une capacité de choix éclairée. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est manquant. Il n'y a pas assez de découvertes métiers. Je pense que les profs, que ce soit au collège ou au lycée, n'ont pas eux-mêmes la connaissance de tous ces métiers, donc ne peuvent pas être dans la transmission. Donc il y a une vraie question qui se pose, voilà, sur comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action, comme outil, comme méthode, qui va permettre d'éclairer ce choix. Alexandre, tu veux réagir sur ce sujet ? Oui, effectivement, on a une jeune génération qui est en train de finir leur formation initiale, qui est à la recherche de sens, en fait. Ça, je pense qu'il y a une différence claire et fondamentale entre cette nouvelle génération qui arrive, là, qui va être positionnée sur le marché de l'emploi de l'entreprise d'ici quelques mois ou quelques années. Et aujourd'hui, poste et l'orientation, en tout cas, le management RH qui est aujourd'hui dans les entreprises. Voilà. Donc il y a une adaptabilité qui va être faite, qui a besoin d'être faite, en tout cas, pour qu'il y ait une connexion déjà. Voilà. Je pense que la problématique ne vient pas que des jeunes, ou ne vient pas que de la formation aussi. Il faut que les entrepreneurs et l'entrepreneur que je suis, on s'adapte aussi à ça. Voilà, il faut qu'il y ait une connexion, on va dire, qui va être un peu plus cliente, en tout cas par rapport à cette génération. Cette génération a besoin de sens, elle est prête à tout par rapport à ça. Moi, j'ai eu plein d'exemples, on pourra en discuter, sur des postes. J'ai un exemple comme ça qui me vient en région parisienne, une entreprise qui est plutôt c'était une scope en fait, qui était en plein recrutement. Ils voulaient, au lieu de passer sur des personnes qui avaient une expérience, ils ont dit on va aller plutôt vers quelqu'un de jeune, une junior qui sort de l'école. Donc ils ont essayé d'y mettre du sens en fait. Ils sont rentrés là-dedans, ils ont dit voilà, on va l'accompagner, etc., etc. Et puis après sa formation, au moment de lui proposer un CDI, le responsable RH est venu le voir en disant écoutez, voilà, j'ai une bonne nouvelle, on est content de ton travail, on souhaite te garder, on te propose un CDI. Et la personne dit, écoutez, je le refuse. Ah bon, mais pourquoi vous le refusez ? Parce que j'ai envie d'autre chose, je veux changer de région. Mais alors, où c'est que tu veux aller ? Donc elle dit, voilà, je veux aller dans telle région.
Mais pourquoi? Tu as de la famille, tu as ci, tu as mis. Ah non, c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir. En fait, je veux aller là-bas. Donc, c'était en région parisienne, puis là, c'était du côté de Nantes. Aujourd'hui, les gens, ils sont en quête d'autre chose. Donc, on aura du mal à fixer ces jeunes-là, pour l'instant en tout cas. Peut-être dans le temps, ça changera. Mais en tout cas, voilà, on a eu affaire à une génération qui n'a pas les mêmes codes que nous. Donc ça aussi, je pense que ça trouble le message, que ce soit de l'éducation nationale, que ce soit aussi des entreprises et des recruteurs. Voilà, c'est un petit peu ce débat que je voulais aussi lancer. Alors moi, je rebondis complètement sur ce que dit Alexandre. Moi, j'ai pour le coup 2 exemples aussi qui me viennent en tête. Il y a 15 ans de ça, je donnais des cours de marketing dans des classes de BTS. Et je me rappelle très bien d'une discussion que j'avais eue avec mes élèves de l'époque, où je leur disais, qu'est-ce que vous allez faire après le diplôme? C'était des apprentis. Ils avaient quasiment tous l'objectif de signer un CDI, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des entreprises où clairement ils s'éclataient pas. Enfin voilà, en tout cas le retour que j'en avais, c'était pas ça. Mais il y avait cet objectif, à 20 ans, 21 ans, de signer un CDI, de construire sa vie. Enfin voilà, il y avait quelque chose de très, très pragmatique. Moi, ça aujourd'hui, je le trouve beaucoup moins, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je rejoins Alexandre, c'est que si avant on se concentrait, je pense en tant que jeune, dans notre orientation sur ce qu'on allait faire au quotidien, moi le premier, il y a 25 ans, quand il a fallu que je m'oriente, mon interrogation c'était qu'est-ce que je vais faire au quotidien? Ça va être quoi mes tâches? Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer dans ce que je fais? Il y avait ça comme question. Aujourd'hui, la question, c'est plus tellement ça, c'est plutôt pourquoi je le fais et à quoi ça sert. Et moi, ce que je vois en tout cas dans les entreprises que je gère, et là je ne parle pas de mes étudiants, je parle des gens qu'on recrute, ils sont moins regardants sur la tâche quotidienne, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à des fois avoir des tâches un peu, je ne vais pas dire ingrates, mais pas forcément tout le temps super funky, s'il y a du sens derrière et s'ils ont l'impression de participer à un projet collectif et à quelque chose qui va dans le bon sens. Et ça, en effet, ça doit nous amener aussi peut-être à réfléchir à comment on présente les métiers. C'est-à-dire de plus présenter les métiers vraiment spécifiquement sur qu'est-ce qu'on va faire au quotidien, quoi. On parlait avant le démarrage de cet échange de la chaudronnerie, par exemple. L'idée, c'est pas forcément d'expliquer qu'on va faire au quotidien, comment on va tenir l'outil et quelles vont être les conditions de travail, mais plutôt à quoi ça va servir. Et ça change aussi peut-être des choses dans la manière dont on doit approcher cette thématique. Moi, je pense en effet qu'on a des métiers que l'on veut voir revenir en France. On parle d'industrie. Ils ne sont pas tous sexy, ces métiers. On a un vrai problème entre ce que des jeunes attendent de la vie aujourd'hui et le côté métier qui ne va pas de suite être révolutionné par le numérique, la robotique. Ce n'est pas vrai que tout sera numérique, virtuel et robotique. En tout cas, pas à court terme. Il y a encore beaucoup de métiers où il faut porter une scie sabre, utiliser une disqueuse, percer avec une visseuse et rester X heures par jour dans une usine avec des tâches parfois même répétitives. Peut-être que ces métiers-là, on peut les compenser avec une idée d'entreprise. On parle aujourd'hui de raison d'être, de société à mission. Ça ne va pas changer non plus le quotidien, mais ça peut au moins donner une ouverture à ces jeunes pour qu'ils voient que même si leurs tâches quotidiennes, comme tu disais Jean-Baptiste, restent peut-être simples et pourraient être ennuyeuses, mais au moins ils participent plus amplement, soit à une entreprise qui par ailleurs va utiliser ce qu'elle fait pour de belles valeurs ou des actions qui sont porteuses, soit parce que ils savent que le projet final auquel ils contribuent va être utile à la société ou répondre à leurs engagements personnels. Je pense que pour ça, je reviens à ce que je disais sur l'importance des professeurs au collège et au lycée. Je pense aussi aux coachs sportifs en association, à la culture également, quelle association culturelle voit des jeunes toute la journée. Je pense qu'au-delà des ponts qui sont déjà faits entre les entreprises qui ont maintenant des relais dans l'éducation nationale, on parle des campus, ces relais servent à faire une jonction, mais ce n'est pas eux qui voient les jeunes au quotidien. Et on doit trouver une solution, je pense, pour que l'entreprise, les métiers soient présentés, expliquer et aussi qu'on puisse retirer un retour d'expérience sur comment les orienter mieux en allant chercher aux endroits où sont les jeunes, ces jeunes-là, écouter leurs besoins et tâcher de trouver un lien possible, une modification aussi possible à notre management et à notre métier pour préparer l'avenir et que dans 5 à 10 ans, on s'assure qu'une grande partie de ces jeunes vont être d'accord pour faire les métiers qu'on aura à proposer à moyen long terme. Aujourd'hui, avoir un contact avec les collèges, les lycées, les universités, c'est plutôt le rectorat globalement, même si c'est facile. Vous y arrivez, il y a encore des points où c'est compliqué, il y a des lieux, ça se passe comment en fait en général? Comment vous rentrez en contact aujourd'hui? Comment une entreprise entre en contact avec une école? Elle l'appelle tout simplement. C'est par le professeur, c'est par le directeur? Je parlais des campus, on a des points d'entrée officiels qui nous sont donnés.
Sauf que je pense qu'ils sont parfois, selon les lieux, découplés de l'enseignement de base qui voit les jeunes. Et du coup, le jeune qui a envie de savoir, qui a envie de s'impliquer, il va trouver. Et ce point-là marche très bien. Et c'est déjà une bonne base. Et c'est déjà mieux que rien. En revanche, quelle proportion ça représente? Est-ce qu'il n'y a pas la moitié ou 3/4 des jeunes qui ne vont pas s'intéresser à ça et vont rester dans leur enseignement basique et écouter leur cercle familial ou amical proche? Je pense que si on allait leur présenter des choses, on allait les chercher là où ils sont, on pourrait déclencher des choses et augmenter ce taux de jeunes qui vont faire un choix autre et aller vers les métiers que l'on va proposer demain. On parlait de l'aéronautique, moi je peux parler du nucléaire. On sait avec les choix qui sont faits que quel qu'il soit, on aura des milliers d'emplois à pourvoir pendant les 10, 15, 20 ans à venir à minima. Je pense que quelqu'un qui aujourd'hui cherche un emploi, qui veut s'orienter après le lycée, il peut avoir la garantie que pendant sa carrière intégrale, qu'elle soit de 40 ou 45 ans, il pourra la faire dans le nucléaire. C'est garanti. À plein de métiers divers et variés, il pourra évoluer dans la filière. Et donc ces messages-là, en étant clairs sur les types d'emplois, je pense qu'ils sont à passer aux jeunes qui s'orientent au lycée par exemple. Après, il y a un sujet, tu parles des écoles, comment on rentre en contact avec les écoles et tout. Moi, pour le coup, je suis un peu entre les deux mondes, hein, puisque du coup, je gère des écoles et je suis aussi chef d'entreprise, puisque je gère ces écoles. Il y a un vrai sujet aussi, c'est que les formateurs ou les profs, je le disais tout à l'heure, n'ont pas la connaissance des métiers. Et puis, pour le coup, ce n'est pas leur métier de faire découvrir des métiers. C'est-à-dire que le boulot d'un prof, c'est de suivre son programme, d'amener ses élèves ou ses étudiants à la réussite, au diplôme. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas dans les cursus scolaires de temps qui sont dédiés à ça. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire que moi je me mets à la place d'un proviseur ou d'un professeur dans un collège ou un lycée. Il y a un chef d'entreprise qui le sollicite pour dire moi j'aimerais venir présenter mes métiers. On le fait sur quel cours? Qu'est-ce qu'on annule comme cours pour faire ça? Est-ce qu'on demande aux élèves de rester entre midi et 2 ou le soir? Enfin voilà, il y a aussi d'un point de vue organisationnel, structurel, aujourd'hui, c'est pas prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les découvertes métiers et les rencontres avec des chefs d'entreprise, peut-être ou j'ai des chefs d'entreprise, mais ça peut être des cadres d'entreprise ou même des gens des travailleurs, entre guillemets, qui viendraient dans les écoles ou dans les lycées pour parler de leur métier. Aujourd'hui, cette mécanique-là, elle est pas prévue, en fait. Il n'y a pas de temps pour ça et il n'y a pas de gens, entre guillemets, qui sont dédiés à ça. Donc peut-être un premier axe d'amélioration, ça pourrait être ça. Ça pourrait être de trouver des proviseurs qui sont un peu moteurs sur ce genre de sujet et qui vont de la même manière, enfin moi j'ai une fille qui a 14 ans qui est au collège, entre midi et 2 elle a des activités qui sont prévues, elle peut faire du sport, du théâtre, elle peut faire des choses comme ça. Peut-être qu'il faut qu'au milieu de tout ça il y ait des temps où il y a des temps de rencontre avec l'entreprise au sens large, quoi. Voilà, ça peut être une piste. C'est vrai que aujourd'hui, ce sont des initiatives personnelles qui font qu'on arrive à trouver justement ces fameuses passerelles. Je vais donner l'exemple notamment sur Alès, et ça vient de Leader Alès et du comité local école-entreprise qu'on appelle le CLÉ, sur lequel on va inviter des professeurs sur une période, généralement d'une semaine ou d'un jour par semaine pendant un mois, de faire un stage immersif dans les entreprises pour redécouvrir les métiers. Parce que c'est vrai que parfois, et d'ailleurs même souvent, les enseignants connaissent mal ou se sont écartés rapidement en fait, du monde professionnel. Donc ils ont du mal à communiquer avec les élèves sur les nouveaux métiers qui arrivent et qui, aujourd'hui, ça s'accélère, il ne faut pas se leurrer. Le métier d'il y a 10 ans n'est plus du tout le même aujourd'hui. Et on est des phases d'accélération qui sont déjà difficilement supportables pour les entreprises. Alors imaginons pour quelqu'un qui est déjà à distance d'une entreprise et qui a du mal à avoir cette information. Ce sont des initiatives personnelles qui vont faire ces liens. Donc effectivement, il faut que l'éducation nationale comprenne cela et laisse du temps. C'est une très bonne idée, Jean-Baptiste, sur ces temps qu'il faut sacraliser pour créer le lien. Julien, Jean-Baptiste, vous avez d'autres exemples de liens comme ça, comme le CLÉ que vient de nous présenter Alexandre? Oui, pour ma part, comme beaucoup de chefs d'entreprise, on répond toujours positivement aux demandes des collèges et lycées pour venir témoigner dans des instants où ils veulent montrer à leurs étudiants, collégiens, lycéens, quel métier existe. Je le fais, par exemple, on est à Alès, au collège ici d'Alès, tous les ans. C'est très prospectif, des collégiens de 3e, là, pareil du nucléaire, on prépare dans 5 à 10 ans, mais il faut le faire. Peut-être que des fibres naissent déjà au collège, mais je pense que ça reste que lorsque le professeur y croit, lorsque le proviseur y croit, mais ce n'est pas assez, en effet, installé. Je pense qu'on devrait, et je pense qu'on est tous motivés pour ça,
avoir un temps dédié où on puisse présenter nos métiers. Jean-Baptiste pourra parler de la rencontre jeune entreprise qu'il a participé à organiser. Ce type de moment-là devrait être inclus dans les programmes au collège et au lycée, surtout au lycée. Je crois que c'est dès la première qu'on commence à faire des choix qui orienteront derrière nos formations et donc les métiers qui s'en suivent. Et c'est là qu'on doit déjà donner des exemples avec le cursus de carrière potentiel pour que les choix soient faits en ayant déjà en tête la finalité et l'emploi potentiel de demain, en cohérence avec les emplois de la région, pour les jeunes qui veulent rester dans la région où ils sont, ou les emplois qui existent, pour pas qu'après ils se retrouvent à avoir fini leur bac+3, bac+5, et se retrouver dans un secteur où il n'y a pas d'emploi, ou qui soit déjà complètement saturé, ou pas dans la région où ils comptaient travailler. C'est le choix de technique et le choix de ce qui leur plairait n'est pas le seul critère dans le choix d'emploi et de formation à réaliser. Et oui, dans les exemples, nous de notre côté, on a aussi, mais Julien était présent en tant qu'entreprise, donc il sait de quoi on parle. On a organisé la semaine dernière à Bagnols-sur-Cèze une rencontre jeune entreprise. Donc c'est un événement qui est organisé par le collectif, en fait, une structure qui regroupe tous les groupements d'entreprises du Garaud-Danien. Il y a une douzaine de groupements d'entreprises qui sont regroupés dans le collectif. Et le campus des métiers. Donc on a Rémi Jeunepin sur le collectif et Corinne Neck sur le campus qui ont fait un gros boulot. Et en fait, l'idée de cette matinée, c'est de dire on regroupe des chefs d'entreprise un peu sur un format emploi-formation, mais dans lequel on ne parle pas d'emploi et de formation. L'idée, c'est des chefs d'entreprise qui s'assoient derrière une table. Donc on en avait une trentaine de plein de secteurs différents. Et puis en fait, toute la matinée, il y a des gamins qui passent avec leurs parents et qui viennent échanger sur, tiens, dans votre entreprise, c'est quoi les métiers, comment on peut y arriver, c'est quoi les prérequis. Enfin voilà, on est vraiment sur des choses, on parle métier, quoi. Et du coup, pour aller au bout de cette démarche, on a même, et du coup je suis bien placé pour le savoir, on a interdit aux organismes de formation de venir. Donc l'idée, c'est qu'on ne vient pas vendre une formation ou recruter. On vient vraiment de manière bénévole et vertueuse. Voilà, je le répète, on s'assoit derrière une table, les gamins y passent, et puis on discute, quoi, et on parle des métiers. Donc on avait une trentaine de métiers représentés. C'était super intéressant parce qu'en plus on avait la police nationale qui était là, on avait le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Il y avait quand même un stand pour la mission locale, pour faire le lien avec les jeunes. On devait avoir les pompiers, au dernier moment ça n'a pas pu se faire, mais on espère pour l'année prochaine. Mais l'idée, c'était d'avoir une palette, et puis on avait de tout. Il y avait une architecte d'intérieur, il y avait Julien qui présentait un peu plus les métiers du nucléaire, il y avait de l'industrie, on avait une entreprise qui présentait tout ce qui est publicité par l'objet, il y avait de tout. Et du coup, je pense vraiment, il y avait une forte affluence. Alors j'ai pas les chiffres, mais moi j'y suis passé dans la matinée, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pense vraiment que les gamins qui sont sortis de là, ils sont sortis avec une vision plus claire, en tout cas de certains métiers. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre. On a sur tous les territoires des groupements d'entreprises. C'est une demi-journée, 9h, nous on fait ça de 9h à midi. Voilà, les chefs d'entreprise, ils se mobilisent le samedi matin. C'est pas hyper compliqué à organiser, et ça peut aussi créer une dynamique, parce que mine de rien, nous on a communiqué beaucoup, réseaux sociaux, la mairie a aussi fait la promotion de l'action, mais on pourrait très bien imaginer que, par le campus, je pense qu'elle a été mise en avant aussi dans les collèges et les lycées. Et c'est peut-être aussi un premier pas dans l'implication des profs, quoi. C'est-à-dire que s'ils voient qu'il y a des choses comme ça, peut-être que d'ailleurs dans la matinale il y a des profs qui sont venus aussi voir comment ça se passait. Mais comme le disait Julien, de toute façon toutes les actions sont bonnes, que ce soit des chefs d'entreprise qui vont dans l'école, des gens de l'école qui viennent dans les entreprises, ou des moments d'échange comme ça un petit peu mixtes. Dans tous les cas, tout ce qu'on pourra faire qui va permettre à des jeunes de faire un choix éclairé, je reviens sur ma première phrase, dans tous les cas c'est toujours bon, quoi. Voilà, Est-ce qu'il n'y a pas l'échec du stage de troisième dans tout ce que vous dites finalement? Parce que l'idée du stage de troisième à la base c'était presque ça, c'est-à-dire c'était de faire découvrir des métiers à des étudiants qui sont en troisième. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver des stages. La région a mis en place un dispositif avec la plateforme Annie pour que les entreprises disent « je suis prêt à accueillir des stagiaires » et Leader Occitanie y participe évidemment. Comment ça se fait que ces jeunes-là restent toujours autour de leur famille, de ce que tu disais tout à l'heure, autour des métiers qu'ils connaissent? Un constat peut-être un peu cash et un peu direct, mais aujourd'hui, le problème du stage de troisième, c'est qu'il est très mal calibré. Je sais pas, mes collègues en parleront. C'est qu'aujourd'hui, c'est un stage d'observation. Ouais. Donc au final, on prend des gamins qui viennent dans l'entreprise, je schématise, mais qui s'assoient, qui regardent ce qui se passe. Est-ce que c'est intéressant pour eux, pour nous? Je suis pas sûr. Souvent, on voit que quand même ces stages, ils se font encore une fois dans le cercle familial. Ouais.
Moi, je vois beaucoup de gamins autour de moi qui vont faire un stage à la banque parce que leur père il est banquier ou quoi, mais alors qu'en fait, ils savent très bien que c'est pas dans ce métier-là qu'ils vont aller. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de facilité à aller faire ce stage de troisième vers des choses qu'on connaît et pas tellement vers des choses où on aimerait aller. Pour qu'il soit efficace, moi, de mon point de vue, déjà, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Il faudrait par exemple, ça pourrait être 3 fois une semaine dans 3 entreprises différentes. Là, ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait engager une réflexion sur dans quelle entreprise mes 3 choix, c'est quoi, parce que ça aussi, il y a sur ce stage de troisième, alors je ne connais pas le programme, est-ce qu'il y a un travail en amont qui est fait ? C'est-à-dire, est-ce qu'on trouve un stage pour trouver un stage ? Non, c'est souvent ça en fait. Le problème, c'est que les jeunes n'ont pas de réseau finalement, et du coup, effectivement, ils se reposent sur papa, maman. Mais ça pourrait être un support, un travail au collège sur commencer à se poser la question vers quoi je veux aller. Moi, ça m'est souvent arrivé, par exemple, à dire à mes étudiants. Des fois, j'ai des étudiants qui arrivent avec des alternances, mais on a beaucoup d'alternants. En fait, la première entreprise qui les embauche, ils y vont. Ouais. Mais c'est pas forcément la bonne pour eux. Donc moi, des fois, vraiment, je les incite à dire, mais continuez vos recherches. Si vous avez 2-3 employeurs potentiels, vous choisirez celui qui est le mieux pour vous. Et le stage de troisième, c'est un peu ça. On prend le premier stage qui passe. Une fois qu'on l'a, on est content, on a signé la convention, et puis on fait une semaine d'observation. Je pense qu'il est nécessaire, mais il faudrait changer les modalités et en faire quelque chose d'un peu plus, peut-être un poil plus contraignant, ou en tout cas un poil plus travaillé en amont. Je n'ai pas de solution toute faite, mais en tout cas comme il est fait aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il soit hyper efficace. Je ne sais pas. Mais ça va dépendre de l'objectif recherché sur le stage de troisième. En aparté, il faudra aussi commencer à se méfier du cumul du temps de formation dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas être le lieu de formation de tout, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois des stagiaires, à la fois des apprentis, à la fois des jeunes sortis, des juniors qu'il faut prendre le temps également de former. Il faut se méfier quand même parce que l'entreprise a besoin aussi de travailler, d'avoir sa rentabilité, d'avoir sa valeur ajoutée. C'était un aparté. Après, effectivement, qu'est-ce qu'on attend du stage de troisième ? Est-ce que c'est juste pour dire à l'élève, écoutez, voilà, il y a une rigueur dans l'entreprise, voilà l'atmosphère de ce qui se passe en fait. Voilà, vous n'êtes pas là pour découvrir un métier, vous êtes là plutôt pour comprendre en fait qu'il faut être là à l'heure, qu'on ne regarde pas son téléphone quand on travaille, un rituel dans l'entreprise. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui est recherché en fait ? Voilà, quel est l'objectif de ce fameux stage de troisième ? L'autre inconvénient, c'est que c'est sur la même période quasiment partout en France. Donc là aussi, en fait, pourquoi on ne l'étale pas sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, en fait, pour dire certains secteurs, certains trucs, voilà, c'est sûr que c'est un boulet, en fait, à un moment donné, qui arrive là, pour les entreprises sur une période où peut-être ce n'est pas la bonne période pour l'entreprise. Donc pourquoi on ne le décale pas ? Alors c'est difficile ce que je dis pour l'éducation nationale, forcément, il va falloir libérer un certain temps, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion. Je pense que ça dépend quel objectif on met derrière. Si c'est une contrainte, parce qu'on le fait parce qu'il faut le faire, il faut faire les 5 jours. Nous, on va tous arriver, des demandes pour 3, 5, 10 jeunes à la même moment. On les regroupe. On le fait trop que pour que ce soit fait. Je pense que si l'objectif, c'est de découvrir des métiers, déjà une semaine, ça me paraît trop long. Un métier, pour le voir en un jour, on le voit, le métier. C'est vrai, ça. Donc 5 fois un jour ferait voir 5 métiers différents. Là où une semaine, et même pour l'entreprise, est trop long, puisque bien sûr, on ne peut rien faire à un jeune de troisième. Donc il va suivre pendant 5 jours, et sur les 5 jours, s'il y a 1 ou 2 jours intéressants, c'est peut-être parfois le maximum dans la semaine type d'une entreprise sur un poste qui est suivi. Donc je pense qu'il faut revoir ça, et bien sûr, ça va impacter l'organisation, mais si on le fait avec un objectif réel, l'organisation doit être, je pense, mise en place pour ça, et ne pas être juste réduite à son simple minimum, mais pour juste cocher une case, j'ai fait mon stage et c'est bon. Je pense qu'il faut le revoir et le faire autrement. On était hier à Leader Occitanie avec la présidente de région qui a lancé le pacte pour l'embauche. Une des propositions qui a été faite hier, c'était aussi de dire qu'il faudrait que les lycées et les universités aient une place au conseil d'administration réservée aux chefs d'entreprise. Est-ce que ça, c'est une proposition qui vous paraît cohérente, ou vous auriez envie d'y accéder ? Est-ce que ça vous paraît faisable, ou ça vous paraît difficilement faisable finalement ? Et Julien ? Moi, je pense que l'idée est bonne, parce que j'allais dire avant que tu poses la question qu'à la matinée dont parlait Jean-Baptiste, beaucoup de parents et d'enfants nous ont demandé quelle option je choisis au lycée, quelle formation je vais pouvoir prendre après pour faire
les métiers que je vois aujourd'hui. Et je pense que nous, chez l'entreprise, on n'est pas tous au courant. Moi, j'enseigne un petit peu, donc j'ai quelques notions, mais je ne connais pas tous les métiers liés aux formations initiales. Ça fait que bouger en plus. Les options ont changé sur le bac par rapport à l'époque où je l'ai passé pour ma part en 2003. Les formations post-bac, les DUT deviennent des BUT, les licences qui évoluent, enfin tout change. Et on doit pouvoir, nous, entreprises, faire le lien avec quelle formation du moment existe, comment y arriver, pour après pouvoir répondre à la demande et dire, ben oui, pour travailler chez moi, il faut prendre telle option en première, telle option au bac, choisir tel BUT par exemple, qui aura lieu après avec tel master qui peut être fait ensuite. Et là, on aura le poste que tu as découvert ce matin et qui te plairait. Et cette formation-là, la jonction entre ce qui est fait en organisation de la formation et ce que nous, on a comme besoin n'est pas assez faite. Être présent dans ces comités, peut-être, répondrait en partie à la question et permettrait que l'on soit au courant des évolutions des diplômes, des options qui donneront lieu après à nos emplois. Après, il y a un vrai sujet, c'est que je pense que dans les gouvernances, au sens large, des grandes écoles ou les universités, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les grandes écoles que je connais, il y a toujours des chefs d'entreprise. Les écoles privées, oui. Ouais. Donc ce lien-là, il est plutôt fait, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Un des sujets, je pense, c'est qu'aujourd'hui, au collège et au lycée, je parle pas des lycées professionnels, je parle vraiment du collège-lycée classique, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas de... à part être délégué de parents dans les conseils de classe et porter peut-être un peu... Je suis dirigeant d'entreprise, je ne le suis pas, mais si j'étais délégué de parents, ça me permettrait au conseil de classe peut-être d'amener une vision un peu plus pragmatique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de place pour intervenir ni au collège ni au lycée, et il n'y a pas de place physique dans la gouvernance d'un collège ou d'un lycée pour l'entreprise. Et pourtant, c'est là où les jeunes doivent faire leur choix d'orientation. Bien sûr. On en revient à ce qu'on disait au début. Ouais. Je ne sais même pas si on pose la question, c'est un peu philosophique, mais quel professeur dirait, ou combien en pourcentage, dirait que ce qu'ils font est là pour donner lieu un jour à un emploi et à rendre un jeune employable ? Ou est-ce que c'est de l'enseignement juste pour enseigner, avec des bases de mathématiques, français et de politesse dans la vie ou autre, je ne sais pas tout ce qui est enseigné. Et c'est là mais c'est bien pour ça, qu'à mon avis, on revient sur le sujet de départ, il faut peut-être dissocier l'enseignement de l'orientation. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir, à mon avis, un schéma conducteur sur l'enseignement. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, il faut qu'ils arrivent en troisième ou en terminale avec un niveau de français, de maths, d'histoire géo, enfin voilà, que sais-je. Pas de souci. La question aujourd'hui, c'est que dans tout ça, il n'y a pas de place pour l'orientation. Moi, je reviens sur les propos du départ, c'est juste de dire... mon propos, c'est pas de dire qu'il faut changer ce que font les profs, il ne faut pas changer les programmes, il ne faut pas changer la mécanique, c'est pas tellement ça. C'est plutôt de dire comment, à côté de ça, on met un peu de place pour travailler très tôt, peut-être à partir de la 4e ou de la 3e. Encore une fois, moi j'ai une fille qui a 14 ans qui est en 4e. C'est maintenant qu'on commencera à en parler. Et entre la 4e et la terminale, avoir une vraie logique de travail sur l'orientation. De structurer la réflexion en fait de l'élève, exactement. Qu'elle se pose des questions, qu'il y ait une prise de conscience en fait que ça va vers un aboutissement en fait, qu'on ne fait pas une formation pour une formation, mais quelque part, alors ça permet aussi à la personne de s'ouvrir le champ des possibles et de rêver justement à un futur métier, parce que je pense qu'aujourd'hui cette génération ne rêve pas en fait à une projection d'une vie professionnelle, je pense, pour en avoir discuté avec mes neveux, nièces et ma fille aussi, ils ont du mal en fait à se projeter dans une vie. C'était pas du tout le cas en fait, c'était pas du tout mon cas en fait. Moi j'ai toujours imaginé, rêvé en fait de ce que je voulais faire, alors des choses que j'ai pas du tout eu accès en fait, mais en tout cas ça m'a permis de me projeter, de me donner des objectifs. Je pense qu'ils sont un peu dans le flou. Ouais. Je crois qu'on est d'accord, c'est grâce à une coopération sans cesse plus étroite entre enseignement et entreprise qu'on arrivera, chacun dans son rôle, à préparer l'avenir de nos enfants et des futures générations et des métiers de demain, parce qu'il y a aussi plein de métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Merci Jean-Baptiste, merci Alexandre, merci Julien. Merci. À très vite pour un nouveau numéro. Merci.